On l'appelle la Dame Blanche parce qu'elle apparaît toujours vêtue de clair, comme une lame de lune découpée dans la nuit. Elle marche là où la route se resserre, là où la forêt se fait couloir, là où la brume racle les fossés. Elle ne parle presque jamais. Et quand elle parle, ce n'est pas pour demander un service, c'est pour prévenir. En France, son nom circule depuis des siècles. Dans les vallées normandes, sur les plateaux bretons, dans les forêts d'Île-de-France, jusque sur les départementales du Massif central. Partout, la même silhouette, la même histoire, les mêmes signes. Une femme pâle qui traverse les époques et qui, à chaque génération, trouve une nouvelle voie pour se raconter. Tu roules de nuit, les phares s'allongent sur l'asphalte. Le paysage n'est plus qu'une succession de noirs serrés et de gris mouvants. Les essuie-glaces balaient un crachin tenace. À l'entrée d'un virage, tu lèves le pied. Et soudain, elle est là, debout, sur le bas-côté. Immobile, les mains jointes, le visage sans expression. On dit que si tu t'arrêtes, elle monte. On dit que si tu ne t'arrêtes pas, elle te suit. Cette histoire, tu crois la connaître parce qu'on te l'a racontée 1000 fois. L'autostoppeuse fantôme, la veuve de guerre, la fiancée fauchée, la mère qui cherche encore son enfant au bord d'un lac. Dame non change, des lieux se déplacent, mais l'ossature ne bouge pas. Pourtant, si la Dame Blanche te colle à la peau, ce n'est pas parce que c'est un bon conte pour faire peur. C'est parce que, quelque part, elle a déjà croisé ta route. Une nuit, sur un pont, entre deux villages. Les plus anciennes versions la montrent aux lisières des châteaux, aux abords des abbayes abandonnées, le long des anciens chemins de pèlerinage. C'était une présence, un signe, parfois même une protection. Les gens de l'époque disaient que là où elle passait, la communauté devait se tenir tranquille. Ne pas blasphémer, ne pas voler, ne pas s'égarer. Elle n'était pas seulement un fantôme, c'était une règle vivante. Plus tard, quand les routes se sont tracées droit à travers les campagnes et que les voitures ont commencé à mordre la nuit, la Dame Blanche a changé d'habitude. Elle a quitté les ruines pour les glissières, les cloîtres pour les aires de stationnement. Elle est devenue l'ombre au bord de la RN, le visage dans le rétroviseur, le souffle qui embue la vitre. Les témoignages, alors, se sont multipliés. Dames chauffeurs-livreurs, des ouvriers, des infirmières de garde, des étudiants rentrant tard. Tout juraient l'avoir vue. Certains racontaient qu'elle avait froid, qu'elle tremblait, qu'elle demandait à entrer quelques minutes, juste jusqu'au prochain carrefour. Elle donnait une adresse. Tu roulais, tu cherchais la maison. Tu n'y arrivais jamais. Quand tu te retournais, le siège arrière était vide. Et au croisement suivant, une borne, un bouquet, une photo plastifiée sur un poteau. Quelqu'un, ici, était mort un soir d'orage. D'autres disaient que la Dame Blanche n'était pas douce du tout, qu'elle ne demandait rien, mais qu'elle criait. Elle t'ordonnait de freiner. Elle t'attrapait le poignet au moment où tu allais doubler un camion, où tu allais t'engager sur un pont gelé. Tu avais juré qu'il n'y avait personne dans la voiture. Et pourtant, sur ta peau, la marque de 5 doigts. Ce qui rend son histoire solide, c'est qu'elle résiste à l'usure. Elle ne dépend pas d'un lieu unique ni d'une date précise. Elle circule comme une rumeur qui aurait une ossature. Chaque village a sa version. Chaque famille a un ancêtre qui l'a vue. Et chaque génération ajoute une couche. Une route plus neuve. Un panneau refait. Un témoignage enregistré au micro d'un gendarme qui n'a pas le temps d'y croire mais qui, quand même, note tout. Il y a des nuits où rien n'a de sens et où tout devient signe. Un renard traverse. Une chouette tombe du noir et rase le pare-brise. Un pneu vibre sur une plaque de fonte oubliée. La radio grésille. Ton téléphone perd le réseau. Tu es seul et tu es soudain persuadé que tu ne l'es plus. C'est peut-être là que la Dame Blanche naît dans cette fracture de la perception où l'esprit, pour se protéger, préfère mettre une forme sur la peur. Mais réduire la Dame Blanche à une hallucination collective serait commode et faux. Il y a des lieux où elle s'installe, se répète, se renforce. Les habitants en parlent comme d'une voisine. Les pompiers savent de quelle courbe on parle. Les épiciers te diront à quelle heure il faut éviter le passage. Un maire te montrera la barrière où il a dû, 3 fois, refaire souder le cadenas parce que des curieux l'avaient fait sauter. Un vieux te confiera qu'il ne prend jamais la départementale quand la lune est pleine. Au fil du temps, sa robe a pris des nuances. Parfois, c'est un voile. Parfois, un manteau. Parfois rien qu'un chemisier qui capte la lumière des phares. Son visage, lui, n'a pas changé. C'est un visage ordinaire, fermé par la fatigue. Celui de quelqu'un qu'on n'a pas laissé reposer. Peut-être est-ce pour cela qu'elle revient. Pour dire ce que personne n'a dit pour elle. Pour forcer les vivants à lever le pied, à regarder les fleurs sur le bas-côté, à se souvenir que la route est un cimetière qui ne dit pas son nom. Tu pourrais la ranger dans la case des peurs utiles. Une légende faite pour ralentir les conducteurs, pour éviter une sortie trop rapide d'un virage mal noté, pour décourager les fanfarons. C'est vrai, la Dame Blanche est un garde-fou. Mais elle est plus que cela. Elle est un miroir. Elle te montre comment tu conduis ta vie quand tu crois que tu maîtrises tout. Elle se tient là où tu ne t'attends pas à rencontrer quelqu'un. Elle occupe l'endroit exact où ton assurance se fissure.
Ce n'est pas un hasard si on la voit près de l'eau, sur les ponts, à l'orée des forêts. L'eau, la pierre, le bois, des matières qui gardent la mémoire. Un pont est un passage, une frontière. Une forêt est un ventre. L'eau est une bouche. La dame blanche se tient où le monde change d'état. Là où l'on accepte, parfois, de perdre quelque chose pour passer. On dit qu'elle ne blesse pas, qu'elle prévient, qu'elle n'est pas là pour te faire peur mais pour te faire attention. Et pourtant, ceux qui l'ont croisée parlent d'un froid qui remonte le long de la colonne, d'un goût métallique sur la langue, d'un silence qui grésille dans les oreilles. Après coup, ils y voient un avertissement. Sur le moment, c'est un déchirement. Quand tu racontes ton histoire, on te regarde avec indulgence. On te demande si tu étais fatigué, si tu avais bu, si tu étais seul. Tu réponds, on opine. Et puis, il se passe toujours la même chose. Quelqu'un autour de la table soupire, baisse la voix, et commence à parler. Il a, lui aussi, quelque chose à raconter. Il n'a jamais osé. Il le fait maintenant, parce que tu as ouvert la porte. Tu découvres alors que la dame blanche n'appartient pas aux autres. Elle te traverse aussi. Elle a la vitesse de tes nuits, la forme de tes regrets, le poids de ce que tu n'as pas dit. Quand tu freines plus tôt qu'avant, quand tu regardes le bas-côté comme un visage, quand tu coupes la musique pour écouter si quelque chose parle, c'est elle qui a gagné. Ce n'est pas une victoire contre toi, c'est un accord passé avec ta prudence. Et, sans que tu t'en rendes compte, tu l'as fait vivre. En racontant, en transmettant, en posant, au détour d'une conversation, ce simple avertissement qui ne ressemble pas à une morale, mais qui en est une. Fais attention, surtout là-bas, à la sortie du virage, près des peupliers. Ils disent qu'elle revient toujours quand il pleut. Tu souris, tu n'y crois qu'à moitié. Et tu lèves le pied, juste un peu plus tôt que d'habitude. Si tu es arrivé jusque-là, respire, et reste. La route s'ouvre devant toi. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Car la Dame Blanche n'est pas un fantôme isolé, c'est une carte entière de la France nocturne, tissée de récits, de lieux, de voix. Et cette carte, nous allons la parcourir, pas à pas, comme on suit un fil dans le noir. Tu peux tracer la Dame Blanche sur une carte. Ce n'est pas une tâche, c'est un réseau. Forêt, gué, viaduc, petites gares désaffectées. Les lieux se répondent, les motifs se répètent, les phrases se recoupent. Les gendarmes changent de brigade, mais les procès-verbaux se ressemblent. Les chauffeurs changent d'employeur, mais les anecdotes ont la même respiration. La France, vue de nuit, est un chapelet d'endroits où l'on sait qu'il ne faut pas trop parler fort. Il y a d'abord les carrefours oubliés des nationales anciennes. Ces rubans de bitume qu'on a déclassés quand on a construit des deuses de voies, mais que les riverains continuent d'emprunter. Là, la Dame Blanche est chez elle. On la voit près des hameaux au non court, à l'endroit où la chaussée se fend en deux et où l'on hésite toujours sur la priorité. Un virage à l'aveugle, un talus qui renvoie la pluie, un panneau que la mousse a mangé. Ici, on ralentit par habitude. Et on regarde du coin de l'œil, parce qu'on sait. Puis viennent les ponts sur les rivières lentes. Pas les grands ouvrages d'art, non. Les modestes, ceux qu'on franchit sans y penser. Une pierre sombre, une rambarde griffée, une eau noire qui roule sans bruit. La Dame Blanche y apparaît comme une lampe éteinte. Certains disent qu'elle marche au milieu, d'autres qu'elle s'assoit sur la margelle. Quelques-uns jurent qu'elle se laisse tomber dès qu'une voiture s'arrête, comme si l'eau était le seul endroit où elle pouvait se dissoudre. Il y a aussi les lisières des villages. Une dernière maison, un champ et la route qui file toute droite entre deux alignements d'arbres. Les troncs font un tunnel, les feuilles plient sous le vent. C'est dans cette gorge végétale que beaucoup disent l'avoir vue tourner vers eux, comme si elle attendait depuis toujours. Certains montent la vitre, d'autres ouvrent la radio d'un cran. Personne ne passe sans que le cœur cogne un peu plus fort. Parfois, la Dame Blanche se fixe dans un lieu précis et n'en bouge plus pendant des années. On lui donne un nom, on dépose des fleurs, on évite la plaisanterie. Dans ces endroits-là, les cartes officielles ne disent rien, mais les cartes officieuses, celles qu'on garde dans la tête, sont très précises. On t'explique exactement où tourner, où ralentir, où regarder. Et on te dit à quel signe prêter attention, une trace plus claire sur l'asphalte, une herbe qui ne repousse pas, un lampadaire qui clignote quand il pleut. Les témoignages, quand on les aligne, dessinent des motifs tenaces. La couleur blanche, d'abord. Pas besoin d'une robe de mariée. Un vêtement clair suffit à capter la lumière des phares et à graver une silhouette dans la rétine. Le silence, ensuite. Presque personne ne l'entend parler. Et quand elle dit un mot, c'est pour conjurer une vitesse ou pour pointer du doigt un danger qu'on n'avait pas perçu. Enfin, la disparition. Toujours la même. Un clignement, un regard à gauche, un panneau à lire, et quand on revient dans l'axe, il n'y a plus rien. Ceux qui enquêtent sérieusement sur ces récits parlent d'un faisceau d'indices. On les moque, parfois, parce que le sujet sent la superstition. Pourtant, ils ne chassent pas les fantômes, ils chassent les constantes. Ils savent que le cerveau fabrique des images pour combler les manques. Ils savent que la nuit transforme une branche en bras, une bâche en visage, un sac plastique en voile. Mais ils savent aussi que certaines routes tuent plus que d'autres et que les morts, dans les villages, n'ont pas besoin de musique pour revenir.
Il leur suffit qu'on prononce leur nom. Dans les cafés de bord de route, les récits sont courts. On n'aime pas s'écouter parler de ça. Pour extraire un détail, il faut du temps. Il faut revenir. Commande un autre café. Pose une question simple. Où exactement? On te répondra en tirant la tête vers la vitre, en décrivant l'endroit comme si la route n'était pas une ligne mais une cicatrice. Tu auras les maîtres, les arbres, la maison aux volets bleus, l'ancienne laiterie, le dotan trop haut. Tu auras surtout l'heure, entre minuit et 2, ou juste avant l'aube. Il existe des nuits où tout le village est en connivence. La gendarmerie reçoit 2 coups de fil. Les pompiers restent éveillés. Le boulanger, qui commence tôt, voit une chose claire se glisser entre les troncs. Personne ne se concerte, mais chacun ajuste sa vie pour que rien de mal n'arrive. Ce sont des nuits étranges où l'on a l'impression qu'une consigne tacite s'est répandue. On baisse la voix, on laisse un peu plus de place, on ne tente pas le diable. Un conducteur routier t'expliquera qu'il a revu 2 fois la même femme, à des années d'intervalle, au même carrefour, à 20 mètres près. Un interne d'hôpital te dira qu'un matin, aux urgences, une jeune fille couverte de boue a raconté qu'elle s'était perdue dans la forêt et qu'une dame toute blanche l'avait raccompagnée jusqu'au chemin. Une institutrice jurera qu'en sortant de la réunion parents-prof, elle a vu une silhouette en jupe claire traverser le terrain de foot désert, puis s'arrêter net, comme si elle avait heurté un mur invisible. Tu auras envie de vérifier, d'aller voir, d'emporter une caméra, un micro, une lampe puissante, un ami qui ne croit à rien. Tu marcheras dans les fossés. Tu compteras les pas entre le panneau et le pont. Tu écouteras l'eau, le vent, les moteurs lointains. Tu n'entendras rien d'autre que ta propre respiration. Et puis, de retour chez toi, tous les sens en éveil, tu te surprendras à lever les yeux vers le coin sombre du plafond, comme si quelque chose, sans malveillance, avait décidé d'habiter là pour la nuit. Il y a dans la Dame Blanche une dimension de service. Elle te rend prudent, elle te rend attentif, elle redonne, au lieu que tu croyais banal, une densité que tu avais oubliée. Elle prend la place de la signalisation quand celle-ci ne parle plus assez fort. Elle te murmure ce que disent en silence les fleurs scotchées à un garde-corps ralenti. Regarde, n'oublie pas. Si tu entends cette voix et que tu veux qu'elle porte plus loin, tu sais quoi faire. Raconte. Laisse un commentaire quand une histoire te rappelle un endroit près de chez toi, signale les passages où l'on serre les dents. Partage l'endroit précis où, une fois, sans savoir pourquoi, tu as levé le pied. Ce n'est pas jouer avec la peur, c'est faire communauté autour d'une prudence. Et parfois, cela suffit à sauver quelqu'un que tu ne connais pas. Chaque pays a sa femme en blanc, mais la nôtre a des adresses bien françaises. On la cherche dans les archives, on tombe sur des noms de lieux qui semblent faits pour elle. Dames abbayes en ruine où des silhouettes passent derrière les vitraux cassés. Dames ponts médiévaux usés par des siècles de pas et de roues. Dames forêts domaniales qui fermentent au hiver et où l'on entend encore, au loin, le métal des anciennes carrières. Ce qui frappe quand on assemble les bribes, c'est la façon dont le réel et le récit s'entremêlent. D'un côté, des faits accidents répertoriés, virages mal profilés, brouillards récurrents, zones humides, animaux traversant à heure fixe. De l'autre, des couches d'histoire qui s'accrochent à ces géographies précises comme le lierre à la pierre. L'un nourrit l'autre. Les morts donnent une voix au lieu. Le lieu donne une chambre aux morts. On a retrouvé des cahiers d'écoliers où les enfants consignaient, comme une collecte, les histoires de route de leurs grands-parents. Il y était question d'une femme toute pâle à la sortie d'un bourg, d'un voile qui flottait au-dessus d'une mare, d'une marcheuse sans ombre sur une digue. Ces cahiers, oubliés dans une armoire, disent mieux que n'importe quelle enquête à quel point la Dame Blanche circule, non pas comme un scandale, mais comme un bien commun. Un soir d'automne, un photographe amateur s'est posté au bord d'une départementale bordée de saules. Il voulait capturer les filets de phare, le rouge et le blanc comme des veines sur fond de nuit. Quand il a développé ses clichés, il a remarqué sur 3 images une forme claire, fine, à la même hauteur, à la même distance du fossé. Ce pouvait être une buée, un reflet, un insecte, ou bien quelque chose qui avait tenu sa place le temps que le monde s'écrive en lumière. Un autre, passionné de son, a déposé un micro au milieu d'un pont réputé traversé. Les enregistrements sont pleins de gravillons, de gouttes, de pas lointains qui pourraient être ceux des bêtes. Une fois pourtant, au cœur d'un crachin, le micro a capté un souffle long, régulier, comme si une personne respirait juste au-dessus de l'eau, sans jamais reprendre de force. Ce n'est pas une preuve, c'est une trace. Et les traces, dans cette affaire, sont déjà beaucoup. Certaines nuits, les pompiers et les gendarmes notent des appels qui se ressemblent trop pour être ignorés. Quelqu'un marche au milieu du pont. Une fille en blanc sur la D. Elle ne répond pas quand on lui parle. Quand les équipes arrivent, il n'y a rien. Les plaques sont mouillées, les rails luisent, l'air est plus froid qu'ailleurs. On inspecte, on note, on repart. Les rapports restent sobres. Ils disent ce qu'ils ont vu rien, et ce qu'ils ont ressenti quelque chose. Parmi les témoins, il y a ceux qui n'avaient aucune envie de voir quoi que ce soit.
Une aide-soignante de nuit a juré qu'en reprenant la voiture, elle a trouvé, sur son siège passager, un carré de tissu humide, comme un mouchoir ancien. Elle l'a ramassé, a roulé 2 kilomètres, puis a regardé de nouveau. Il n'y avait plus rien entre ses doigts. Elle n'a plus jamais repris cette route-là après minuit. Un cycliste de route, en plein mois de juillet, dit avoir doublé une femme à l'aube, robe claire, pieds nus, cheveux collés par la rosée. Il lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a tourné la tête vers lui sans que ses cheveux bougent. Il a accéléré jusqu'au village et n'a raconté l'histoire qu'un an plus tard, en la raccourcissant de moitié, comme on fait quand on sait que le silence protège mieux que les mots. Les historiens glanent d'autres choses. Dame Procès d'Ancien Régime mentionne des femmes blanches errant au pied des remparts quand le guet était mal assuré. Dame Prieur notait qu'en certaines veilles de fête, des apparitions vêtues d'habits de linceul approchaient des bas-côtés d'église. À l'époque, on parlait de signes, d'anges, de figures célestes. Le vocabulaire change, le phénomène reste une figure féminine, blanche, à la frontière du profane et du sacré. Dame psychiatre, eux, rappellent que la nuit est un laboratoire d'illusions. L'œil humain n'aime pas l'entre-deux. Il comble, il invente. Mais ils reconnaissent aussi que le cerveau mémorise mieux ce qui ressemble à une personne. Et que là où une tache claire se répète, la mémoire impose un visage. À partir de là, chaque éclat de sac, chaque bâche laissée sur une barrière, chaque robe d'épouvantail devient, pour une seconde, une femme sur le bas-côté. C'est suffisant pour fixer un motif dans une région entière. Ce qu'on apprend en écoutant longtemps, c'est qu'aucune de ces explications n'annule l'autre. Toutes coexistent. Il y a de la pluie, des phares mal réglés, des routes mal drainées. Il y a des deuils, des regrets, des prénoms qu'on chuchote dans les cuisines. Il y a des jeunes qui partent trop vite, des bouquets qui sèchent, des mères qui ramassent des bougies au petit matin. Il y a, par-dessus, une histoire qui promet un sens. La Dame Blanche, c'est le nom que l'on donne à cette superposition. Alors tu fais ce que les vivants font depuis toujours, tu t'organises. Tu ajustes ton horaire. Tu passes par la grande route quand il pleut. Tu envoies un message quand tu arrives. Tu dis au tien de faire attention là-bas. Et parfois, quand tu passes devant l'endroit, tu poses 2 mots dans ta tête, pas pour conjurer, pas pour croire, juste pour saluer « je t'ai vu ». Je te laisse la place. Il existe des façons d'expliquer qui soulagent, des façons d'expliquer qui blessent. Dire que la Dame Blanche n'est qu'une illusion n'aide personne. Dire qu'elle est un ange non plus. Entre les deux, il y a le travail patient des réalistes, des sensibles, de ceux qui savent qu'une route a une humeur et qu'une nuit a des lois. Ils notent, comparent, mettent en regard, et finissent par extraire de ces brumes quelque chose qui ressemble à une méthode. La première piste, c'est la géographie fine. Beaucoup de lieux associés à la Dame Blanche concentrent des facteurs de risque, angles morts, virages qui se referment, convergence de haies qui tunnelisent la vision, contrepente trompeuse, talus qui renvoient la lumière et créent des éclats blafards. Ajoute à cela une humidité constante, un cours d'eau tout proche, des brouillards de vallée, et tu obtiens un théâtre parfait pour les malentendus visuels. La seconde piste, c'est la physiologie. La vision nocturne humaine mise sur les bâtonnets rétiniens, sensibles au contraste mais pauvres en couleur. Une forme claire se détache d'autant mieux qu'elle est isolée. À 70 km/h, une bâche oubliée sur une clôture prend l'allure d'un buste. Un sac de farine percé et abandonné au pied d'un arbre devient une tête flottante. La vitesse, la pluie, la fatigue et la rémanence rétinienne font le reste. La troisième piste, c'est la mémoire sociale. Quand un lieu accumule les récits, il devient un amplificateur. On conduit autrement là où l'on a entendu une histoire. On guette. Et guetter, c'est déjà voir. Les témoignages se renforcent, la légende s'épaissit, et ce qui était un simple virage piégeux devient un endroit dont on parle à voix basse. On peut s'en moquer. On peut aussi reconnaître que cette mémoire tient lieu de panneau rouge quand et il n'y en a pas d'autre. La quatrième piste, c'est la fonction morale. La Dame Blanche n'est pas une punition, c'est une injonction. Ralentis. Attache-toi. Rentre entier. Elle rejoue, avec d'autres mots, ce que disent les campagnes de sécurité routière sans parvenir à toucher ceux qu'il faudrait toucher. Là où une affiche glisse, un récit accroche. Là où un slogan rebondit, une voix colle à la peau. Paradoxe, la superstition sauve plus sûrement que la statistique quand elle rencontre un esprit fatigué à 2 heures du matin. Et puis il y a ce qui dépasse les calculs. Cet instant hors du monde, décrit par tant de témoins, où l'air se refroidit sans raison, où le silence devient dense, où une idée s'impose sans étape d'attention. On peut l'appeler intuition, cerveau prédictif, hypervigilance. On peut aussi l'appeler présence. Dans les deux cas, elle produit la même chose, un geste minuscule, une pression moins forte sur l'accélérateur qui, parfois, fait toute la différence. Reste une question que l'on préfère chuchoter, pourquoi une femme? Pourquoi blanche? Les ethnologues répondent que la figure féminine incarne, en Europe, la protection du seuil, la médiation, la voix qui dit pas plus loin quand il n'y a pas d'autre barrière. Le blanc n'est pas la pureté, c'est la visibilité. C'est ce que voient les yeux dans le noir.
La Dame Blanche n'est pas une femme, c'est la forme minimale que prend l'alerte quand elle veut être entendue des humains. Si tu racontes cette histoire autour de toi, elle fera son travail. Elle ne fabrique pas des crédules, elle fabrique des prudents. Et si tu as un doute, regarde les lieux où elle est passée de bouche en bouche, nombre d'accidents en baisse après qu'on en a parlé, comité citoyen pour demander un ralentisseur, pétition pour l'éclairage, rubalise autour des fossés. Rien de magique là-dedans, juste des vivants qui s'accordent pour ne pas mourir au même endroit. Tu peux l'aider, tu peux ajouter ta voix à la chorale. Décris l'endroit précis qui t'inquiète. Donne-lui des mesures, 1 kilomètre, un repère. Si ce récit t'a accompagné, dis-le à ceux qui t'écoutent. Abonne-toi si tu veux d'autres cartes nocturnes, laisse un message pour que l'histoire reste collective, partage la vidéo à celui qui, ce soir, prendra la route trop tard. Ce n'est pas de la réclame, c'est une consigne de veille. Les histoires, ici, ne cherchent pas des vues, elles cherchent des retours à la maison. Il n'y a pas de fin officielle à la Dame Blanche. Il n'y a que des nuits qui se referment, des moteurs qu'on coupe, des clés qu'on pose sur des tables de cuisine tièdes, des regards qui se croisent et qui veulent dire « on est rentré ». C'est peut-être là que réside sa victoire. Pas dans l'apparition, mais dans cette banalité sauve qui suit l'angoisse. Les routes françaises sont pleines d'endroits où la vie a buté. Dames prénoms sur des stèles, des photos dans du plastique, des peluches attachées à des poteaux. Notre époque a changé la façon dont on prend soin de ces lieux. On les nettoie, on les éclaire, on les protège. Et parfois, on leur donne un nom qui circule plus vite que les plaques de rue, la Dame Blanche de telle départementale, la Dame Blanche du pont à l'entrée du bourg, la Dame Blanche de la forêt derrière la zone artisanale. Tu pourrais croire que c'est morbide. Ce ne l'est pas. C'est une pédagogie douce, une mémoire en acte. Elle rappelle que la route n'est pas un décor mais un milieu vivant, avec sa météo, ses habitudes, ses caprices. Elle rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls quand nous conduisons, que d'autres, avant nous, ont passé exactement là, ont eu peur exactement là, ont levé le pied exactement là. La prochaine fois que tu rouleras de nuit, tu sentiras peut-être cette infime bascule qui précède le danger. Tu ne verras personne. Tu ne croiseras pas de voile. Mais quelque chose en toi te dira de rester à ta place, de ne pas doubler, d'attendre un peu, d'accepter de perdre une minute pour gagner tout le reste. Appelle cela comme tu veux. Intuition, mémoire, Dame Blanche. Ce n'est pas le mot qui compte, c'est le mouvement que tu fais. Ce récit n'essaie pas de te convaincre de croire aux fantômes. Il t'invite à croire aux autres, à ceux qui ont témoigné, parfois maladroitement, pour que tu ne vives pas la même scène. À ceux qui ont pris sur eux le ridicule d'une histoire invérifiable pour augmenter de quelques grammes la prudence d'un inconnu. À ceux qui, dans les villages, la nuit, gardent une veille silencieuse sur les ponts et les carrefours. Si tu veux qu'ils servent, laisse-le circuler. Laisse un signe pour dire où, chez toi, on serre les dents en hiver. Raconte sans chercher les faits. Dis simplement, on te croira plus que tu ne crois. Et si quelqu'un se moque, ce n'est pas grave. Les récits n'ont pas besoin d'être crus partout pour être utiles à quelques-uns. La Dame Blanche n'est pas une malédiction, c'est un contrat. Nous lui offrons nos histoires. Elle nous rend de l'attention. Nous lui offrons un peu de notre souffle. Elle nous renvoie chez nous, plus lent, plus vivant. C'est peut-être ainsi que la légende s'épuise, non en s'effondrant, mais en se diffusant, jusqu'à devenir ce qu'elle a toujours voulu être, un simple réflexe de vie. Alors, ce soir, quand tu couperas le moteur, écoute le tic-tac qui refroidit sous le capot. Regarde la buée se dissiper sur les vitres. Pose la main sur la poignée, retiens une seconde ta respiration, et remercie à voix basse ce visage que tu n'as pas vu. Ce n'est pas un culte, c'est une politesse. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, si tu veux d'autres cartes de nuit, d'autres voix sur les routes, abonne-toi, commente l'endroit qui t'a marqué, envoie cette enquête à celui qui, ce soir, part trop tard. C'est ainsi que les légendes, au lieu de nous faire reculer, nous apprennent à rentrer.